À la une, cet après-midi, délibéré du procès Thomas Sankara, les avocats de la famille ont tenu un point de presse hier jeudi, soit une journée après le verdict du tribunal militaire. À cette rencontre, les avocats de la famille Sankara se sont félicités pour le résultat obtenu. On en parle en début de journal. Mois de Ramadan, nous sommes au 6e jour du jeûne musulman. Dans ce 13h, on aborde la question de l'âge requis pour jeûner et aussi le jeûne agréable aux yeux de Dieu. Le jeûne est-il obligatoire pour tous les musulmans? À quel âge doit-on par exemple commencer à jeûner? Et qui sont ceux qui en sont exemptés? Vous aurez tout de suite les réponses sur le jeûne musulman avec l'imam Ismaël Tiendrebero. Conflit russo-ukrainien, la Russie écartée du Conseil des droits de l'homme. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de l'ONU après un vote qui a concerné les 193 pays membres. 93 pays se sont montrés favorables à la décision. 24 ont voté contre cette suspension et les 58 autres se sont abstenus. La décision crée un effritement de l'unité internationale face à Moscou. Bonjour, voilà les grands titres de ce vendredi 8 avril 2022. Ravi encore de vous retrouver. Le collectif des avocats de la famille Sankara a tenu une conférence de presse hier 7 avril 2022 au lendemain du délibéré rendu le 6 avril dernier par la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou. Les avocats de la famille Sankara, de façon générale, apprécient les décisions de la justice militaire et prennent acte des sanctions qui ont été prononcées contre certains accusés. Sanata Siré. 35 ans d'attente, 25 ans à la recherche de la justice et de la vérité, 6 ans d'instruction et 6 mois de plaidoirie, le premier verdict de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons est enfin connu. En effet, les 3 principaux accusés qui sont l'ex-président Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando ont été reconnus coupables des faits à eux reprochés et condamnés de ce fait à la prison à vie. Une décision de la justice militaire applaudie et considérée comme une victoire pour les avocats de la famille Sankara. Si Maître Benouende Sankara et ses camarades se félicitent du travail abattu lors de ce procès, ils regrettent tout de même de la non-prise en compte du volet international. Pour eux, la vérité doit être totale et ils comptent à cet effet poursuivre la lutte. Nous irons jusqu'au bout parce que la manifestation de la vérité doit être intégrale. La vérité ne peut pas être révélée à moitié. Ce que nous avons obtenu et qui est satisfaisant, c'est que déjà ce procès, on sait quels ont été les exécutants, quels sont les commettants et les condamnations, en tout cas irrélatives, reflètent également l'implication des auteurs qui ont été accusés et poursuivis devant le tribunal. Donc s'il faut aller au plan international, eh bien, je crois que nous nous donnons également toutes les chances d'y aller. Sur la question d'une possible grâce présidentielle ou amnistie, Maître Stanislas Sankara estime que ce n'est pas une mesure judiciaire et cela doit tenir compte de la volonté du peuple. Et son confrère Maître Farama d'ajouter que cela serait un manque de respect à la mémoire des personnes assassinées. Pas question, dit-il, de réconciliation sans pardon ou de grâce pour les condamnés. Maman, la première question que je pose, est-ce que vraiment on peut parler de réconciliation, de grâce ou je ne sais quoi à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon, à quelqu'un qui ne s'est jamais repenti? Demandez d'abord à ceux qui ont commis des fautes de les reconnaître. Demandez-leur d'abord de demander pardon. Et puis après, demandez à la famille de pardonner. C'est un citoyen comme tous les autres. Blaise Compaoré ici est un citoyen comme tous les autres. S'il a droit à une grâce, ou à une amnistie, ou à quoi d'autre que ce soit juridiquement, moi je n'ai rien contre. Mais que ce soit fait dans les règles de l'art. Quant à l'attitude de Gilbert Diendéré à l'issue de ce procès, les avocats de la famille Sankara la qualifient d'hypocrite et d'arrogance. Pour eux, l'accusé aurait pu avoir un peu de pudeur vu qu'il a été condamné à perpétuité. Voir une telle attitude de défiance, de manque de pudeur, de manque de décence, de manque de respect, ne serait-ce qu'à l'égard des victimes, parce que c'est dans la salle que ça a commencé. Les saluts qui ressemblaient d'ailleurs les saluts nazis. Et puis après, de sortir en pleine rue, ok, il a le droit de se prendre pour un héros. Mais moi je pensais, vraiment,
dans la logique dans laquelle il était censé s'inscrire, dans laquelle il prétend s'inscrire, je m'attendais à un peu plus de pudeur, un peu plus de dignité, même s'il a été condamné à vie. Parce que la vie ne s'arrête pas à la condamnation. C'est la même attitude d'arrogance qu'il a eue durant tout le procès. La même attitude d'arrogance. Je ne sais pas d'où il tire cette arrogance et pourquoi il est si arrogant devant un tribunal qui le juge pour des crimes véritablement odieux. Si certains pensent que Gilbert Diendéré pourra apporter sa pierre dans la lutte contre le terrorisme, pour Maître Prosper Farama, le salut du peuple burkinabé ne doit pas venir d'un seul individu. Présente à cette conférence de presse, Mariam Sankara a salué le travail abattu par le tribunal militaire, les avocats ainsi que l'ensemble des acteurs de la société civile qui se sont impliqués dans cette lutte afin que justice soit rendue. Toutefois, elle estime qu'il existe encore des zones d'ombre car toute la vérité n'a pas été dite. Voilà, justice a été rendue et c'est un soulagement pour la famille Sankara, plus particulièrement pour Mariam Sankara, veuve de l'ancien président, qui dit avoir vécu ce procès avec beaucoup d'émotion. Ce procès lui a permis de voir le vrai visage des gens et d'apprécier la sincérité de certaines personnes, a-t-elle déclaré. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Sanata Siré. Nous avons pensé que les personnes, même les accusés comme des témoins, diraient des vérités pour libérer leur conscience. Et nous, les familles, nous serons soulagés. Vous étiez là, vous avez constaté que les accusés, ils ont tous nié, étaient dans la négation. Il y a des témoins qui sont venus, qui ont parlé. Il y a des témoignages qui ont été vraiment édifiants. Certains n'ont rien dit. Des personnes qui, en tout cas, on pensait aller apporter beaucoup de choses, n'ont presque rien dit. Mais tout cela nous permet de savoir, même ne serait-ce que les personnes, sur les personnes qui se disaient révolutionnaires, qui ont dit faire la révolution. Nous savons comment ont été ces personnes à l'époque, qui sont devenues ces personnes après. Et aussi, des vérités, nous avons aussi appris comment se sont déroulés ce crime horrible-là, comment ça a été fait. Parce que nous ne pouvions pas imaginer, tout le monde a entendu dès le départ que ça s'est passé comme ça, mais quand même, il y a eu des choses qui ont été dites. Bon, nous pouvons aujourd'hui dire qu'en tout cas, sur ce plan, nous avons des vérités. Elles font mal. C'était triste d'écouter, mais quand même, nous avons tenu à avoir cette vérité. Nous les avons eues. Et à la fin aussi, la justice a été rendue. Nous avons appris des choses. Ça peut nous apaiser, mais nous restons avec notre douleur. Dans la suite de ce trésor, visite du colonel-major Omer Bationo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité à la gendarmerie nationale. Installé dans ses fonctions il y a un mois environ, il dit vouloir galvaniser les hommes et femmes de cette institution et recueillir leurs préoccupations. La visite a eu lieu dans la journée du 7 avril 2022. Je vous propose les images avec notre reporter Fatima Tanikema. Le colonel-major Omer Bationo, ministre en charge de la sécurité, aux côtés du lieutenant-colonel Evrad Somda et ses hommes, à l'état-major de la gendarmerie nationale. Objectif, échanger avec ces hommes et femmes de l'institution qui jouent un rôle primordial dans la lutte contre le terrorisme et qui payent souvent un lourd tribut. Selon le ministre en charge de la sécurité, il était de bon ton, après sa prise de fonction, de passer ici à l'état-major afin de traduire toute la reconnaissance du gouvernement de la transition à l'endroit de cette gendarmerie nationale. La gendarmerie est pratiquement le fer de lance et il faut que nous arrivions à mettre les moyens adéquats à leur disposition. Et quand je dis moyens, ce n'est pas seulement les moyens matériels, les moyens même humains, les prises en charge du personnel, l'accompagnement psychologique, parce qu'ils en ont besoin. Et un gendarme bien dans la tête est un gendarme qui sera beaucoup plus efficace sur le terrain. Une efficacité
L'efficacité sur le terrain qui rime avec la prise en compte et la résolution des difficultés qui rencontrent ces gendarmes sur le terrain. Cette rencontre a donc été une opportunité pour les Pandores d'exposer ces difficultés au ministre en charge de la sécurité. J'ai échangé avec le commandement tout à l'heure. Les préoccupations sont énormes. Mais le gouvernement de la transition mettra tout en œuvre avec les moyens dont il dispose pour essayer de les mettre dans de très très bonnes conditions afin que nous puissions gagner cette guerre pour que nos populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations et participer au développement de ce pays. Cette visite du ministre de la Sécurité s'est déroulée en 2 étapes. Une première marquée par un tête-à-tête avec le commandement de la gendarmerie et la deuxième phase a consisté à une rencontre avec l'ensemble du personnel du camp Paspanga. Des échanges qui se sont tenus à huis clos. Après la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina, la Conférence épiscopale Burkina-Niger ainsi que la Fédération des associations islamiques du Burkina, c'était au tour de la communauté islamique de la Tidjana Al-Mawiya Al-Bakaria de recevoir la visite du ministre des Affaires religieuses et coutumières Issa Kastouema. Accueilli par les premiers responsables de la communauté au sein de la Grande Mosquée, cette rencontre a permis d'échanger sur les questions liées à la paix et à l'usage des réseaux sociaux. Serge Kabouré. Le ministre chargé des Affaires religieuses et coutumières Issa Kastouema, en visite ici à la Grande Mosquée de la communauté islamique de la Tidjana Al-Hamawiya Al-Bakaria du Burkina Faso. Une visite au sein de cette confrérie religieuse qui s'inscrit dans le cadre de la tournée initiée auprès des communautés religieuses et coutumières. À cette étape, les échanges ont essentiellement porté sur la paix et sur l'usage des réseaux sociaux. Se déplacer pour venir effectivement connaître les réalités, écouter et aussi et surtout bénéficier des bénédictions, parce que l'être humain ne vit pas que de pain et d'eau, il vit aussi de foi, d'espoir et d'espérance. Parler des médias sociaux et des réseaux sociaux, je crois que ce n'est pas pour dire qu'il faut censurer, c'est ce que j'ai compris en tout cas, mais que l'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à ce que les gens, connaissant davantage leurs droits et leurs devoirs, évitent peut-être de tenir des propos, d'avoir des comportements qui, pas seulement sur le plan politique, qui mettent à mal le bien vivre ensemble et qui mettent à mal la morale. L'occasion a aussi été saisie par le ministre Sourouema pour revenir sur les événements survenus à Béguédo. En ce qui concerne le ministère des Affaires religieuses et coutumières, il y a également un travail qui est fait parce qu'il faut éviter de tirer des conclusions hâtives en jetant l'anathème par exemple sur une communauté soit ethnique, soit religieuse. Il faut que les faits parlent. Et les faits ne peuvent pas parler tant que nous ne créons pas les conditions pour les collecter et pour les rapporter. Donc pour l'instant, je pense que la position la plus sage consisterait, n'est-ce pas, à voir un peu plus clair avant donc de parler. La communauté islamique de la Tidjania, par la voix de son premier responsable, s'est réjouie de cette visite du ministre chargé des Affaires religieuses et coutumières. Nous avons accueilli M. le ministre avec sa délégation qui sont venus pour partager avec nous. Il nous a apporté un message qui signifie dans sa globalité la paix. Et si nous parlons de la paix, l'islam dans sa globalité c'est la paix. Le mot de l'islam signifie de partager la vie avec l'autrui. Donc c'est dans ce contexte-là que nous aussi, nous avons reçu M. le ministre avec sa délégation pour qu'on puisse essayer de joindre et puis mettre la main dans la main pour qu'on puisse aussi essayer de faire nos efforts, conjuguer tous les efforts pour propager la paix dans notre communauté et surtout dans la globalité du Burkina Faso. À noter que la communauté islamique de la Tidjania Al-Hamawiya Al-Bakaria est présente dans les 4 coins du Burkina Faso et a pour vertu la paix et la tolérance. Religion toujours, les fidèles musulmans ont débuté dimanche dernier le mois de jeûne, un mois de prière, de pénitence et de partage. Si le jeûne est obligatoire pour les fidèles musulmans en âge de puberté, qu'en est-il donc des enfants? Ces derniers sont-ils soumis aux exigences religieuses? Y a-t-il un âge pour arrêter de jeûner? Les réponses avec l'imam Ismaël Tiendrebureau comme promis dans cet entretien réalisé par Maxime Jean-Hugues Bambara.
Selon l'imam Ismaël Tendrbego, 3 prescriptions islamiques fondent le jeûne musulman. Il s'agit de la bonne intention, c'est-à-dire jeûner pour Dieu, les abstentions et l'espoir en la récompense de Dieu. 3 éléments qui vont ensemble et qui doivent être respectés par le fidèle musulman afin que son jeûne soit méritoire et valide islamiquement. Si le jeûne musulman est obligatoire pour tout fidèle pubère, il y a ceux qui en sont exemptés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la plume de la responsabilité est levée sur 3 personnes, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Donc les obligations religieuses ne pèsent ni sur le fou ou le déficient mental, ni sur l'enfant tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Donc la puberté, c'est à partir de l'apparition des caractères sexuels secondaires, le changement du thème de la voix chez le garçon, la poussée des poils pubiens, des aisselles, les premiers menstrues chez la femme ou chez la jeune fille. Donc ce sont les éléments de la puberté qui sont ainsi manifestes. Donc à partir de cet âge-là, il devient obligatoire à l'enfant en tant que musulman d'observer le jeûne. Suivant la condition de puberté, les enfants sont certes dispensés du jeûne musulman, mais à en croire l'imam Tendrbego, il est recommandé en islam aux parents d'apprendre aux enfants à jeûner dès l'âge de 7 ans. Il est bien possible et il est recommandé islamiquement d'apprendre à l'enfant à jeûner bien avant cet âge-là. À partir d'un certain âge, l'enfant peut observer le jeûne. Nous, Dieu nous a facilité les choses. Très jeune, à 8 ans, on a commencé à jeûner. On faisait 12 jours de jeûne complet. Donc il y a d'autres chez qui il faut peut-être permettre d'aller étape par étape. Il va manger le matin avec les autres. À partir de 11h, 12h, on lui permet de rompre le premier jour. Il mange le lendemain. À partir de 13h, 14h, on lui permet de rompre le temps que son organisme puisse s'habituer à l'observance du jeûne. Et ce que je dois ajouter également, c'est que la préservation de la santé est prioritaire sur le respect d'une règle islamique. Donc même si on est en face d'une obligation religieuse musulmane, s'il y a un risque pour sa santé, en ce moment la règle est levée. Il y a donc un âge pour apprendre à jeûner, un âge obligatoire pour jeûner, mais il n'y a pas d'âge limite pour arrêter de jeûner, dira l'imam Tendrbego. Seule la condition physique peut déterminer cela. Donc l'islam va dire que pour celui qui est atteint par l'âge et qui ne peut que jeûner difficilement, alors la fidya, c'est-à-dire la compensation, par jour manqué, il va nourrir un pot pour se rattraper. Ou bien quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique, réputée incurable, il va également payer la fidya. Donc le fait de dire réputé incurable, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas guérir. Mais dans l'entendement des humains, on n'a pas de remède pour ce mal-là. Et on va permettre à cette personne-là de payer, de nourrir par jour manqué un pauvre et de ne pas devoir de jours comme ça en faisant la compensation. Tandis que la personne qui souffre d'un mal dont on espère la guérison, eh bien cette personne-là ne payera pas la fidya. Elle doit attendre quand elle sera guérie, elle va rembourser les jours qu'elle aura manqué. Donc c'est juste pour établir cette distinction. Pour ce dernier, Ramadan, loin d'être une parenthèse à refermer, doit être plutôt vu par le fidèle musulman comme un moment d'apprentissage pour s'améliorer dans sa vie de foi. C'est du reste l'objectif du jeune musulman, aider le fidèle à atteindre la piété. Crise sécuritaire et humanitaire à Bourzanga, province du Bam, région du centre-nord. Les habitants de Namsigia qui ont trouvé refuge luttent pour leur survie. En effet, cette commune d'accueil commence à manquer d'eau et de vivres depuis un bon moment. Face à cette réalité, ces déplacés internes appellent les autorités à agir maintenant pour éviter le pire. Un cri de cœur qu'ils ont laissé entendre hier lors d'une conférence de presse à travers leur association, l'Association pour le développement de Namsigia et villages environnants. Les détails avec Salimatou Zongo et Cheikh Omar Ouitraogo. Depuis plus de 4 ans, les habitants de Namsigia, un village de la commune de Bourzanga, province du Bam, disent lutter pour la survie de leur localité. Malheureusement, depuis le 17 mars dernier, les terroristes ont pris le dessus et Namsigia s'est vidé de sa population. Une population qui a trouvé refuge à Bourzanga. Cependant, cette commune d'accueil commence à manquer d'eau et de vivres. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les ressortissants de Namsigia et villages environnants appellent l'État burkinabé au secours. La conséquence immédiate est que cela a entraîné une urgence humanitaire avec l'arrivée de milliers de déplacés à Bourzanga, déjà débordés et qui manquent d'eau de façon criarde du fait de l'assèchement précoce et historique du lac Boku. La deuxième conséquence, c'est que la suite de Namsigia a donné plus d'espace aux terroristes qui
n'incombe plus à rester là. La vaillante population de Namsiga et villages environnants a le sentiment d'avoir été abandonnée. Les conférenciers ont également saisi l'occasion pour appeler à la mobilisation de tous les ressortissants de Namsigia face à ces attaques terroristes qui sévissent dans la zone. C'est le lieu d'inviter les ressortissants de la commune de Bourzanga et au-delà, ceux de la province du BAM, à se donner la main pour faire face à cette menace existentielle qu'est le terrorisme. Cet appel à la mobilisation vaut pour tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. Personne ne doit rester insensible à la souffrance des Burkinabés. Si par passivité ou par laxisme, par peur, nous laissons les villes continuer à quitter, les populations continuer à quitter village après village, nous risquons au finish ne plus avoir notre chère patrie. En rappel, le 10 janvier dernier, l'Association pour le développement de Namsigia et villages environnants avait tenu une conférence de presse pour lancer un cri de cœur sans succès. Pour ne pas laisser perdurer cette situation, nous demandons à l'État de reconquérir au plus vite Namsigia pour empêcher les sans-foi-ni-loi de s'y sanctuariser, a laissé entendre Abdul Karim Sawadgo, président de l'association. Tout autre chose dans ce journal, l'Institut supérieur de technologie IST organise du 7 au 9 avril la 4e édition des portes ouvertes. Depuis hier donc, les activités ont été lancées au campus de Wayalgan de l'Institut supérieur de technologie IST. Un moment de rencontre avec le monde extérieur pour faire connaître davantage ses offres de formation. À l'occasion, de laboratoires ont été inaugurés au sein de l'Institut et un partenariat a été signé avec Tamtam Group afin d'améliorer la qualité de la formation des étudiants. Abdourahim Niaye. C'est la tradition qui a été respectée ce 7 avril au campus de Wayalgan de l'Institut supérieur de technologie IST. Des journées portes ouvertes pour permettre aux chefs d'entreprise, étudiants et élèves de mieux connaître l'Institut et ses offres de formation. À l'occasion, 2 laboratoires ont été inaugurés pour permettre d'assurer une meilleure formation des étudiants. Une formation adaptée au monde de l'emploi selon le directeur du campus Wayalgan. Ces 2 laboratoires de travaux pratiques pour permettre aux étudiants des filières communication d'entreprise et des étudiants en informatique de pouvoir donc toucher du doigt les équipements qui sont utilisés dans les entreprises, mais aussi pouvoir manipuler des logiciels métiers qui sont utilisés dans les entreprises. Donc vous voyez que je répète tout le temps dans les entreprises parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est créer des compétences directement employables. Et pour que les compétences soient directement employables, il faut que les apprenants soient en contact avec leur environnement de travail, avec les outils de travail et avec les logiciels métiers. Dans la même volonté de garantir une formation de qualité et adaptée aux besoins des entreprises, IST a signé des partenariats avec Tamtam Group Press et l'agence de communication Karma Conseil. Ce partenariat permettra aux étudiants de renforcer leurs capacités à travers des stages. Et pour le président du conseil d'administration de Tamtam Group Press, par ailleurs parrain de la cérémonie, il s'agit de permettre aux étudiants d'être confrontés aux réalités du terrain pour faciliter leur employabilité. À l'instar de bon nombre d'employeurs, nous éprouvons d'énormes difficultés à intégrer les diplômés qui sortent des écoles. L'intégration des nouveaux diplômés nécessite très souvent, de la part des employeurs que nous sommes, des efforts de formation et d'adaptation. Ce partenariat permettra aux étudiants de l'IST d'accéder à des stages de perfectionnement au sein du groupe et pourquoi pas à de l'emploi, car notre groupe est en plein développement et à la recherche de compétences à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Les étudiants ont quant à eux exprimé leur joie face à l'inauguration de ces 2 laboratoires qui viennent apporter un plus dans la qualité de leur formation. Ils ont promis mettre à profit ces matériels pour renforcer leurs capacités pour être plus compétitifs sur le terrain dans leurs domaines respectifs.
Et pour terminer, conflit russo-ukrainien, je vous en parlais en titre, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme. Cette décision initiée par les États-Unis a été prise en raison des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire commises par la Russie dans le cadre de son agression contre l'Ukraine. Sur les 193 pays membres, 93 pays ont voté pour cette suspension, traduisant une dislocation de l'unité internationale face à Moscou. 24 pays ont voté contre cette suspension et 58 autres se sont abstenus. La Russie chassée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en réponse aux abus présumés en Ukraine. À l'initiative des États-Unis et de leurs alliés, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé cette mesure par 93 voix pour, 24 contre et 58 abstentions. Butcha et des dizaines d'autres villes et villages ukrainiens où des milliers de résidents pacifiques ont été tués, torturés, violés, enlevés et dépouillés par l'armée russe servent d'exemple pour montrer à quel point la Fédération de Russie s'est éloignée de ses déclarations initiales dans le domaine des droits de l'homme. Depuis la création de l'instance, un seul pays a été suspendu, la Libye de Mouammar Kadhafi. Parmi les pays qui ont voté non cette fois, la Chine, Cuba, l'Iran, le Nicaragua, la Syrie et la Russie bien sûr. Nous rejetons les allégations mensongères à notre encontre basées sur des événements mis en scène et de fausses informations qui circulent largement. Ici, le chef des affaires humanitaires de l'ONU découvre la fosse commune que les Ukrainiens ont creusée près d'une église de Boutcha pour enterrer les morts. Les images de civils mutilés ont fait le tour du monde. L'ONU demande une enquête indépendante sur ce massacre. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée sur Twi TV. Merci encore d'être fidèle au programme de la télé interactive. À demain à 13h pour un autre journal.